Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mardi 11 décembre. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. La mission Brexit de Theresa May de plus en plus compliquée. La première ministre britannique a entamé une tournée auprès des dirigeants européens dans l'espoir de sauver l'accord de retrait conclu avec Bruxelles. À Londres, les anti-Brexit réclament un nouveau référendum. Des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat et sortir de la crise des gilets jaunes. Devant les députés français, le Premier ministre a confirmé la hausse du salaire minimum annoncée la veille par Emmanuel Macron. Des mesures qui laissent sceptiques de nombreux contestataires. Jamal Khashoggi et d'autres journalistes désignés personnalités de l'année par le célèbre magazine américain Time. Un hommage aux journalistes menacés et persécutés dans le monde. Ils sont de plus en plus nombreux. Enfin, c'est une légende du cinéma. Clint Eastwood, 88 ans, est devant et derrière la caméra dans La Mule, tiré d'une histoire vraie. On vous parle de ce film à la fin de ce journal. Bonsoir, bienvenue. C'est donc aujourd'hui que le Parlement britannique aurait dû voter sur l'accord de Brexit conclu avec Bruxelles. Mais faute de majorité, Theresa May a donc préféré reporter ce vote, le temps pour la Première ministre de rediscuter avec ses partenaires européens dans l'espoir d'obtenir des garanties. Stéphanie Morbois. Theresa May sur le terrain à la rencontre des dirigeants européens. À Berlin, elle a été accueillie par la chancelière Angela Merkel avant de rencontrer à Bruxelles le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du Conseil européen Donald Tusk. Plus tôt dans la matinée, c'est avec son homologue néerlandais que Theresa May a échangé de manière utile, selon Mark Rutte. La première ministre britannique cherche à obtenir des concessions sur l'accord de Brexit pour sauver ce texte que le Parlement britannique refuse de ratifier en l'état. Aujourd'hui, on appelle les dirigeants européens à permettre une prorogation du calendrier de l'article 50 pour permettre au Royaume-Uni de passer par un processus démocratique en tant qu'État britannique souverain qui pourrait se combiner avec le résultat qui profitera à toutes les nations européennes et à son peuple, le Royaume-Uni restant dans l'Union européenne. Dans les rues de Londres, certains affichent leur désaccord et déjà une certaine nostalgie. On n'aurait pas dû partir. C'est le problème à ce que je vois. On essaye de réparer un tort. À l'inverse, pour les pro-Brexit, tous les arguments sont bons et l'accord n'est pas un problème. On ne demande pas à ces gens de trouver un accord. On leur dit, comme Donald Trump le ferait, on leur dit « on ne veut pas d'accord. Si vous voulez venir nous voir avec un accord, on vous en parlera et on y réfléchira. » Theresa May a annoncé le report du vote prévu ce mardi, provoquant la colère des députés. Une décision prise car elle était quasiment assurée d'essuyer une humiliante défaite devant la Chambre des communes. Les dirigeants européens, de leur côté, semblent opposés à toute modification de l'accord sur le Brexit. Pas question de renégocier quoi que ce soit, a dit Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. En toile de fond, il y a bien sûr l'épineuse question de la frontière irlandaise. Alors que le Royaume-Uni apparaît plus divisé que jamais, l'Union européenne, au contraire, fait front commun sur le Brexit et en particulier sur la question irlandaise. Le leader des chrétiens démocrates au Parlement européen l'assure, ils se sentent tous irlandais. Certains députés dénoncent d'ailleurs la position britannique dans ce dossier. Si vous voulez conserver l'unité du Royaume-Uni, alors c'est l'ensemble du pays qui doit rester associé de près à l'Union européenne. Et c'est ce que rejettent les tenants d'un Brexit dur. Ce n'est pas à cause de l'inflexibilité de l'Union, c'est à cause de l'accord du Vendredi saint. S'ils veulent s'en débarrasser, qu'ils le disent. Vous ne pouvez pas blâmer l'Irlande, vous ne pouvez pas blâmer l'Union européenne, vous devez blâmer le Royaume-Uni. Et désolé, cela ferait du Royaume-Uni un État voyou qui ne respecte pas ses engagements juridiques. La première ministre britannique fait le tour des capitales européennes pour essayer d'obtenir un geste supplémentaire de l'Union. Pour les sociodémocrates, l'autre option est l'annulation du Brexit.
L'Europe a parlé, nous avons dit tout ce que nous avions à dire de notre côté. Et maintenant, des décisions doivent être prises à Londres. Il n'y a pas de place pour des négociations parce que nous n'avons pas contesté le Brexit. Mon parti aimerait voir un Royaume-Uni qui utilise la possibilité de révoquer l'article 50 et qui reste membre de l'Union européenne. Toutes les options sont évoquées, quitter, rester, accord ou non, mais le temps presse. En France, Emmanuel Macron a répondu aux Gilets jaunes en annonçant des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat, sans toutefois remettre en cause la réforme de l'impôt sur la fortune. Le Premier ministre était aujourd'hui devant les députés pour donner le détail de ces mesures. Mesures insuffisantes pour une partie des Gilets jaunes qui appellent à poursuivre la mobilisation. À l'Assemblée, le virage social du gouvernement est sous le feu des critiques. Christophe Garache. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron en réponse à la crise des Gilets jaunes, c'est devant l'Assemblée nationale que le Premier ministre français est venu expliquer le programme du président. Trop tardive, trop coûteuse ou trop partielle, les mesures sociales du président ont été globalement critiquées par l'opposition. Il aura fallu pour cela que 4 samedis consécutifs, Paris et la plupart des grandes villes de France soient mises à feu et à sang. Le CAC 40 peut dormir tranquille. Les Français se paieront eux-mêmes leurs augmentations de pouvoir d'achat. Vous ne faites rien pour les précaires et les temps partiels, rien pour les chômeurs, rien non plus pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Honte à vous qui continuez à mépriser le peuple en prétendant l'entendre. Après avoir rendu hommage au travail des forces de l'ordre, très sollicité depuis ces dernières semaines, le Premier ministre français s'est voulu très combatif. Ne croyez pas, Madame la députée, que les annonces d'hier viennent atténuer en quoi que ce soit l'ambition réformatrice portée par le président de la République et par le gouvernement. Signe de la méfiance croissante des députés français, les 3 partis de gauche ont confirmé mardi le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Une motion qui n'a aucune chance d'aboutir, mais qui obligera le gouvernement et sa majorité à resserrer les rangs. Les mesures sociales et fiscales annoncées par Emmanuel Macron auront un impact significatif sur le budget français. Avec de telles mesures, l'objectif de 3% de déficit imposé par Bruxelles pourrait ne pas être respecté. C'était pourtant une priorité du président français. Grégoire Laurie. La Commission européenne suit avec attention les annonces faites par le président français pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron sont évaluées à 10 milliards d'euros. Elles auront donc un impact sur le déficit public. Or, l'enjeu est de savoir si Paris est toujours en mesure de rester dans les clous européens du pacte de stabilité et de croissance. Il espère que tout va repartir. Si la croissance revient, après avoir creusé le déficit, il le réduira à nouveau. Mais tout d'un coup, respecter les règles imposées par Bruxelles n'est plus sa priorité. Les règles européennes fixent le déficit public à 3% du produit intérieur brut. Le projet budgétaire français prévoit un déficit de 2,8%, mais les annonces du président pourraient faire sortir la France de sa trajectoire. Au Parlement européen, certains députés doutent de l'efficacité des choix d'Emmanuel Macron. Ce que Emmanuel Macron a dit hier est susceptible de répondre à cette soif de justice sociale? Je ne le pense pas. Mais très honnêtement dit, je pense Emmanuel Macron incapable de s'extraire de l'idée que ce qui est bon pour les plus riches est bon pour le pays, que ce qui est bon pour les multinationales est bon pour le pays. Il le croit vraiment. Derrière les règles, le pacte de stabilité et de croissance prévoit aussi une marge de manœuvre pour les capitales dans un temps limité. En parallèle des Gilets jaunes, les lycéens français sont également toujours mobilisés. Depuis plusieurs jours, ils manifestent et bloquent des établissements pour dénoncer des réformes. Aujourd'hui, un syndicat lycéen avait appelé à un mardi noir. Les détails avec Maxime Bios-Duplan. Journée de grève et de mobilisation ce mardi pour les lycéens et les étudiants de France. Un mardi noir qui a eu un relatif succès avec près de 200 établissements publics bloqués ou perturbés sur tout le territoire et des manifestations qui ont réuni des milliers de personnes, comme sur ces images à Nantes.
Le mouvement étudiant est né dans le sillage de celui des Gilets jaunes. Il proteste contre la réforme du bac, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup et le service national universel. Mais lundi soir, Emmanuel Macron, s'adressant à la nation, n'a pas eu un mot pour les lycéens. Ça fait des jours et des jours qu'on est des dizaines de milliers de lycéens à se manifester devant nos lycées. Et il fait comme si on n'était pas là, il évoque même pas le sujet. Donc bon, c'est une fois de plus, ils nous ignorent, mais s'ils pensent qu'on va s'arrêter, on va pas s'arrêter. Ils veulent précariser les jeunes répondent résistance. À genoux et mains sur la tête, nombre de lycéens reprennent aujourd'hui l'image des dizaines de jeunes arrêtés la semaine dernière à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Dans l'actualité également, l'instabilité et les violences intercommunautaires demeurent une réalité en Centrafrique, 2 ans après la fin d'une opération militaire française dans ce pays. La ministre française des Armées est en déplacement à Bangui pour réaffirmer le soutien de Paris à ce pays où la Russie est de plus en plus présente. Annelise Fantino. Florence Parly en visite en Centrafrique. Au premier jour de son déplacement ce lundi, la ministre française des Armées a réaffirmé l'appui de la France au pays, toujours en proie aux troubles sécuritaires. Un soutien dans un contexte où la Russie a renforcé sa présence sur place et a multiplié les investissements ces dernières années. Je suis ici venue pour redire le soutien de la France à la Centrafrique. Je suis aussi venue réaffirmer la nécessité d'une action coordonnée avec la communauté internationale. Car quand on parle de paix et de vies à protéger, il n'y a pas de rivalité ou d'intérêt particulier qui tiennent. La France est le premier partenaire pour l'aide au développement en Centrafrique, avec 130 millions d'euros d'aide apportés chaque année ou avec des projets concrets. Paris devait livrer plus de 1400 fusils d'assaut et des véhicules amphibies à Bangui. Plus de 2 ans après la fin de l'opération Sangaris, le pays reste contrôlé en grande partie par des groupes armés. Près de 200 militaires français continuent de former l'armée centrafricaine et d'appuyer la MINUSCA, la force de l'ONU. Depuis 1927, le magazine américain Time décerne le titre de personnalité de l'année. Et pour 2018, il a choisi de rendre hommage aux journalistes menacés et persécutés dans le monde. Parmi eux, le Saoudien Jamal Khashoggi, tué à Istanbul il y a 2 mois, ou encore des reporters birmans de l'agence Reuters. Les détails avec Jérémy Charrier. Le titre de personnalité de l'année du magazine Time est tombé ce mardi. Pour la 2e année consécutive, le magazine a désigné un groupe de personnalités, mais c'est la première fois que des journalistes obtiennent cette distinction. À travers 4 unes différentes, le Time a cherché à mettre un coup de projecteur sur ceux qui risquent leur vie à la recherche de la vérité. Jamal Khashoggi est sûrement le plus connu d'entre eux. Le journaliste saoudien est devenu tristement célèbre depuis son assassinat au consulat d'Arabie à Istanbul le 2 octobre. Le Time met aussi à l'honneur Walone et Kuya Soho, les 2 reporters birmans actuellement emprisonnés. Autre journaliste menacé d'emprisonnement à obtenir cet honneur, la Philippine Maria Ressa, pour avoir couvert d'un œil critique la guerre antidrogue meurtrière menée par l'exécutif philippin. Enfin, c'est l'ensemble de la rédaction du Capital Gazette qui a été désigné. Ce journal d'Annapolis dans le Maryland avait été visé par un homme armé en juin dernier, faisant feu et tuant 5 personnes. Une légende du cinéma fait son retour sur les écrans. Clint Eastwood est à l'affiche du film La Mule, dont il signe aussi la réalisation. Le film est tiré d'une histoire vraie, celle d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un ancien horticulteur ruiné, devenu à son insu passeur de drogue. Stéphanie Morbois. Dans son dernier film, Clint Eastwood interprète un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ancien horticulteur fauché, qui accepte de travailler pour un cartel de la drogue mexicain pour éponger ses dettes. Le film est inspiré d'une histoire vraie, celle de Léo Sharp,
lancé dans le trafic de cocaïne vers l'âge de 80 ans, un âge proche de celui de l'infatigable réalisateur américain. Chaque projet a son propre personnage et je trouve que j'apprends quelque chose dans chaque film, même encore aujourd'hui. Son éthique dans le travail est incroyable. Il traite les gens de manière égale, il est très humble et très généreux. Et juste de voir cela à son âge, alors que beaucoup de gens grincent des dents et deviennent ronchons. J'espère que je ferai cela quand j'aurai 88 ans, parce que c'est toujours un artiste. Et vous savez, je trouve que c'est le rêve de continuer comme ça, même à 88 ans. Un film policier haletant à découvrir dès le mois de janvier au cinéma. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.